L'effet pare-brise. C'est un phénomène relativement récent qui peut se résumer en une phrase. On a remarqué que de moins en moins d'insectes s'abattent sur le pare-brise des véhicules pendant leur trajet. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais derrière ce syndrome se cache une réalité bien plus sombre. C'est un indicateur du déclin mondial des populations d'insectes. Pour les abeilles par exemple, une grande partie des espèces sauvages évaluées sont menacées, voire carrément en voie d'extinction. Mais après tout, pourquoi ça serait grave? Les abeilles, c'est que des simples insectes, non? Absolument pas. Sans elles, et sans les autres pollinisateurs, une grande partie de la biodiversité terrestre pourrait s'effondrer. Et si elles disparaissent, vous pouvez dire adieu à tous ces aliments. Et tout ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Mais pourquoi ces petits insectes sont aussi importants pour nous et notre planète? Quels sont les dangers qui menacent les abeilles? Est-ce que tout ça c'est à cause de nous? C'est ce qu'on va voir. Mais si on veut comprendre pourquoi les abeilles font partie des insectes les plus importants du monde, faut d'abord s'intéresser à la pollinisation, un sujet essentiel, qui influence en très grande partie notre alimentation et qui maintient en place toute une biodiversité. Mais alors, c'est quoi exactement la pollinisation? C'est le mécanisme de reproduction de certains végétaux, en particulier chez les angiospermes, un nom très peu charismatique qui désigne les plantes qui ont leurs graines enfermées dans un fruit. Pour la suite de la vidéo, on va aussi les appeler plantes à fleurs. Si je vous en parle, c'est parce qu'elles représentent près de 96% de la biodiversité végétale terrestre. Mais le souci, c'est que ces plantes, elles ont besoin de se reproduire. Et pour ça, elles vont transporter le pollen des organes reproducteurs mâles, les étamines, vers le pistil, l'équivalent féminin, qui comporte des stigmates qui vont capter ce pollen. Il est produit par le bout de l'étamine de la partie mâle, l'antère. Du coup, comment le pollen arrive à aller d'un point A à un point B? Alors, il existe plusieurs méthodes, parce que dans la majorité des cas, les fleurs possèdent à la fois une antère et un pistil. Mais le processus qui va nous intéresser, c'est quand cette poussière va partir d'une plante à fleurs pour se déposer sur une autre, grâce à des vecteurs qui vont faire circuler le pollen. Ça s'appelle la pollinisation croisée. Ces transporteurs, ils sont variés. Ça peut être le vent, l'eau, mais surtout d'autres formes de vie, comme les oiseaux et les insectes. Pour les abeilles par exemple, elles vont aller butiner le nectar de ces fleurs, et au passage, récolter un peu de pollen. Et quand elles vont partir butiner ailleurs, le pollen récolté va se poser sur les stigmates d'une autre fleur. Elle est fécondée. Les fleurs qui se font polliniser par les insectes, on dit qu'elles sont entomophiles, et ça représente près de 90% des angiospermes. C'est une véritable relation d'échange. Les végétaux donnent aux abeilles de quoi fabriquer leur miel, et les abeilles contribuent à la reproduction de ces plantes. Maintenant que vous avez à peu près compris ce que c'est la pollinisation, est-ce que vous voyez pourquoi c'est vital pour la biodiversité? Laissez-moi vous aider. Chez les angiospermes, la pollinisation, suivie d'une fécondation, est indispensable à la formation de graines et de fruits sur les plantes. Quand il y a moins de pollinisateurs comme les abeilles, il y a moins de fleurs pollinisées, et donc moins de fruits et de légumes. Et c'est là que ça commence à être un problème. Parce que si ce cercle vicieux continue, la quantité de fruits disponibles baissera drastiquement. Vous voyez cette assiette? Et bah s'il n'y a plus de pollinisateurs, voilà ce qu'il nous reste à manger. Sans eux, c'est près de 3/4 des fruits et légumes qui pourraient disparaître. Ça serait une catastrophe pour la production agricole mondiale, et le prix des quelques fruits et légumes restants grimperait en flèche. Ce qui pourrait entraîner une détérioration de la santé des personnes les moins aisées, qui n'auraient plus accès à ces aliments, devenus beaucoup trop chers. Mais ça pourrait être encore pire. La disparition de ces fruits et légumes bousculerait totalement la chaîne alimentaire. Sans végétaux, il y aurait moins d'herbivores. Et sans herbivores, la viande et autres nourritures animales viendraient à manquer elles aussi, ce qui plongerait certaines parties du monde dans un gros risque de famine. Mais on n'en est pas encore là. Heureusement, la pollinisation reste toujours présente. Et ça, en grande partie grâce aux abeilles. Mais le problème, c'est que ces insectes sont eux aussi en danger. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles? Depuis 1998 en Europe et 2006 aux USA, on constate un phénomène étrange. À la sortie de la période hivernale, les ruches d'abeilles de l'espèce Apis mellifera sont soudainement vides. On constate près de 25% de pertes annuelles dans certains pays. Et dans les cas les plus graves, les pertes atteignent 90% de la colonie, comme si ces abeilles avaient disparu. Alors les agriculteurs commencent à s'interroger. Ils demandent à leurs collègues si eux aussi sont touchés par cette mystérieuse disparition, et le verdict est clair. Les populations d'abeilles ont toutes drastiquement diminué, bien plus que la normale.
C'est ça le Colony Collapse Disorder, ou CCD, des épisodes récurrents de mortalité dans les populations d'abeilles utilisées en apiculture. Et même si le nombre de colonies d'abeilles s'est plus ou moins stabilisé entre 1990 et 2021, ce taux de mortalité est plus que préoccupant pour les apiculteurs et les écologues. Mais comment les choses sont allées aussi vite? Comment le CCD est apparu? Doit bien y avoir une cause, non? Même si on pourrait se dire que tout est à cause des activités humaines, la situation est bien plus complexe que ça. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va examiner ensemble les principales hypothèses qui justifient l'apparition du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Premier facteur, les parasites, et un en particulier qui depuis quelques années fait des ravages en Europe, le Varroa destructor, une espèce d'acarien qui cible les abeilles adultes, les larves et les nymphes. L'acarien provoque des pertes économiques significatives pour les apiculteurs, en plus d'éliminer un nombre important d'abeilles. Mais en fait, pourquoi il est dangereux ? Le varroa se nourrit principalement du corps gras de l'abeille, l'équivalent du foie. Il prive l'insecte de nombreuses cellules sanguines et de protéines. Conséquence, la gelée royale produite par la ruche est de moins bonne qualité, ce qui nuit au développement des larves. La maladie provoquée par la prolifération de varroa dans une ruche est appelée la varrose. Et le pire, c'est que lors de la piqûre, parce que oui, le varroa peut piquer, la plaie reste ouverte et devient un foyer infectieux. La varrose est donc souvent associée à des malformations et d'autres maladies, comme la loque ou la paralysie aiguë. Mais cet acarien, c'est pas le seul à menacer les abeilles. On en arrive au deuxième facteur, les prédateurs. Et surtout, le plus connu et dangereux, le frelon asiatique. Même s'il ne vit que quelques semaines, son impact sur les ruchers est dévastateur. Il s'attaque principalement aux abeilles ouvrières domestiques. En moyenne, un frelon asiatique mange 2 à 5 abeilles par jour, soit un maximum de 50 abeilles tout au long de sa vie. C'est un chiffre qui semble négligeable, mais quand on multiplie ça par le nombre de frelons qui peuvent s'attaquer à une colonie, ça prend tout de suite une autre proportion. Mais surtout, les frelons asiatiques créent un stress sur la colonie et un blocage du butinage, ce qui paralyse l'activité de la ruche. On a déjà 2 pistes qui pourraient en partie expliquer le CCD, mais depuis tout ce temps, j'ai oublié un détail très important. Je vous ai seulement parlé du déclin des abeilles domestiques, alors que les abeilles sauvages sont elles aussi en danger. En 2015, selon l'UICN, pour une partie des 1960 espèces d'abeilles sauvages recensées en Europe, 9,2% sont en voie d'extinction, soit 150 espèces dans un déclin certain, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour la pollinisation. Parce que oui, les abeilles sauvages, à titre individuel, sont de meilleures pollinisatrices que les abeilles domestiques. Mais pourquoi les abeilles sauvages se retrouvent elles aussi en danger ? Ça pourrait avoir un lien avec les 2 insectes d'avant. Dans un article publié en février 2014, dans la revue Nature, une équipe européenne a montré que les bourdons sauvages, qui sont en contact avec des ruches d'abeilles domestiques, sont atteints par le même type de virus entre eux. Les auteurs indiquent que les ruches d'abeilles d'élevage pourraient être une source majeure de transmission des maladies chez les pollinisateurs sauvages, ce qui pourrait en partie expliquer leur déclin. Mais la vérité, c'est que ces 2 facteurs contribuent certes au CCD, mais ils en sont pas la cause principale, parce que le facteur majeur du déclin des abeilles, c'est sans doute nous. Enfin, nos pesticides. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des néonicotinoïdes ? Peut-être que oui, vu qu'ils étaient au cœur d'une polémique il y a un petit moment. Mais en fait, c'est quoi exactement ? Les néonicotinoïdes sont une famille de substances insecticides, il en existe plusieurs, comme l'imidaclopride ou le thiaméthoxam. Mais on va y revenir. Le plus important, c'est que ces pesticides ont un mode d'action commun. Ils affectent le système nerveux central des insectes, comme les abeilles, en ciblant des récepteurs précis du cerveau, ce qui provoque la paralysie et la mort. Cet effet se produit grâce à différentes molécules de synthèse proches de la nicotine. Mais alors, à quoi ils servent exactement ? On retrouve ces pesticides dans des traitements vétérinaires comme les colliers anti-puces pour chiens et chats, mais elles sont principalement utilisées en agriculture pour protéger les plantes des insectes nuisibles. On peut les répandre sur le sol, les pulvériser sur la végétation ou enrober les graines avec ces substances. C'est la méthode d'utilisation la plus courante. Les néonicotinoïdes sont parmi les pesticides les plus utilisés du monde, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, leur très haute toxicité pour les insectes, et leur très haute concentration. Quelques grammes de produits suffisent à traiter 1 hectare de culture. C'est colossal. Ils possèdent aussi des propriétés systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans l'entièreté des plantes traitées, du haut jusqu'aux racines. Et en plus de tout ça, ils sont hydrophiles, ce qui leur permet de se diffuser facilement dans les eaux. Et cerise sur le gâteau, ils persistent longtemps dans leur environnement. Déjà, est-ce que vous voyez le problème ? Toutes ces caractéristiques mènent vers une conclusion. Les néonicotinoïdes sont très faiblement biodégradables. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont utilisés, et on commence seulement à constater qu'ils touchent des espèces qui n'étaient à la base pas ciblées, comme les abeilles ou les papillons.
mais aussi les prédateurs de ces insectes, comme les oiseaux, les souris ou les taupes, qui se retrouvent à ingérer des proies contaminées par un pesticide ultra concentré et toxique. Et c'est pas fini, les semences enrobées d'insecticides, qui ne sont pas bien enfouies, sont consommées par les oiseaux et les tuent par empoisonnement. Ou alors, les néonicotinoïdes diminuent leur capacité migratoire, ce qui peut les condamner également. Le reste des graines enrobées, qui sont mieux enfouies, sont progressivement lavées par l'écoulement des eaux. Les molécules nocives vont alors migrer dans les nappes phréatiques et dans le sol, où elles tuent la faune d'insectes et d'organismes, comme les vers de terre. Depuis 2012, on retrouve également des néonicotinoïdes à l'intérieur des fleurs sauvages proches des zones agricoles traitées, ce qui confirme la capacité de cette substance à migrer dans le sol et à contaminer des plantes distantes. Ces mêmes plantes contaminées sont susceptibles d'être pollinisées par les abeilles. Et justement, les pollinisateurs, parlons-en, parce que ces substances sont les plus toxiques par voie orale pour les abeilles. 50% meurent avec une dose de quelques grammes. Plusieurs études ont déjà mis en évidence la toxicité de ces insecticides sur les abeilles et les bourdons. Mais ces études, elles se faisaient en laboratoire, lors de tests en conditions contrôlées. Donc c'est difficile à confirmer par des travaux sur le terrain, en conditions naturelles. En 2018, on considère donc que l'exposition chronique à ces insecticides largement utilisés affecte les abeilles et de nombreux autres invertébrés. En gros, on prend encore beaucoup de pincettes et on utilise des mots vagues pour pas trop se mouiller. Cependant, l'AESA a confirmé la toxicité de 3 substances en particulier, l'imidaclopride, le clothianidine et le thiaméthoxam. Ces résultats sont approuvés par la Commission européenne. Mais d'autres études apportent des résultats très intéressants. En 2012, une publication des chercheurs de l'INRA, de l'ACTA et de l'ISTAP a démontré que l'ingestion forcée par des abeilles butineuses d'une quantité importante de thiaméthoxam a pour effet de réduire la capacité d'orientation des abeilles durant leur vol vers la ruche. Ce dysfonctionnement comportemental a été confirmé en 2014 dans de vraies conditions agricoles. De plus, les produits traités aux néonicotinoïdes, plus précisément le thiaméthoxam, semblent être préférés chez les abeilles sauvages, ce qui les pousse à consommer plus de nourriture traitée avec des néonicotinoïdes, un véritable cercle vicieux. Depuis l'introduction de ces produits, dans les années 1990, jusqu'à 75% des insectes volants ont disparu dans certaines régions d'Europe de l'Ouest. Et même si ces pesticides ne sont pas les uniques responsables, ils ont joué un rôle important dans la disparition de ces insectes. Malgré tout ça, la production mondiale de néonicotinoïdes augmente toujours. Les impacts de ces pesticides restent visibles, sans compter qu'énormément de pays hors UE continuent à les utiliser, et les effets à long terme de ces produits risquent de perdurer dans le temps. Avec tous ces éléments, je pense qu'on peut avoir une bonne idée de ce qui cause le déclin des abeilles et le CCD. Et même si ce syndrome est plurifactoriel, force est de constater que le problème majeur, ça reste quand même nous. Mais tout n'est pas perdu. De nombreux pays prennent conscience du danger de ces substances et commencent de plus en plus à mettre des mesures pour encadrer leur utilisation. Beaucoup interdisent même l'utilisation de certains néonicotinoïdes, ce qui est une excellente chose. Alors le combat n'est pas perdu et il faut continuer à lutter pour préserver ces petits insectes qui maintiennent en quelque sorte la biodiversité entre leurs ailes.